Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Nous accueillons Franck Rousseau et qui va nous présenter Kitsu. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de venir vous représenter Kitsu parce que la première fois que j'ai parlé de Kitsu en public, c'était au RADI en 2017. Et depuis ce moment, il y a plus de 10 000 professionnels de l'animation et du VFX qui utilisent notre plateforme. Donc je suis très heureux de pouvoir venir faire le point avec vous sur là où on en est, revenir un peu sur l'historique et vous parler de la suite. D'abord, pour vous rappeler un peu ce que c'est Kitsu, je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant. C'est un outil qui permet aux studios d'animation de collaborer facilement. Donc grosso modo, on liste les tâches, on les dispatche et après on permet aux réalisateurs de faire des reviews qui sont transmises directement aux artistes. Mais d'abord, je vais revenir sur un peu comment on en est arrivé là. D'abord, on va inscrire l'histoire de Kitsu dans celle de la transformation de l'animation de ces dernières années. Donc je vais partir du moment où on a démarré le projet. Entre 2017 et 2020, on voit des changements qui s'opèrent, notamment on prend conscience qu'on a des pipelines, enfin on met un mot sur le pipeline, on matérialise plus clairement nos workflows et donc il y a une certaine maturité sur ces sujets qui se développent. On reconnaît aussi le métier de technical director et tout ça, ça nous fait prendre conscience qu'on a des outils de suivi qui sont intéressants mais qui sont principalement utilisés pour communiquer. Petite parenthèse, ils sont aussi propriétaires, donc il y a aussi un effet d'enfermement et un manque de transparence vis-à-vis de leur fonctionnement. Et donc en réponse à ça, nous, on s'est dit il faut faire une plateforme de collaboration qui reprend un peu les idées du suivi, mais qui est vraiment orientée sur la communication et qui permet et on va pousser cette logique de collaboration en faisant en sorte que le code soit ouvert, donc libre et open source. Et de cette manière, en fait, on a lancé Kitsu et on a eu 2 studios qui nous ont aidés dès le début, qui sont Tu nous as pas vu et l'effet spécial, qui ont adhéré à cette vision et qui nous ont permis d'amorcer le projet. Ensuite, arrive 2020-2022, la crise Covid, le confinement, ses conséquences. Donc pour le secteur, il y a eu un effet positif qui a été qu'il y a eu tout de suite beaucoup de projets. Il y a eu aussi une autre conséquence, c'est que les gens se sont habitués au télétravail. On a fonctionné plus en coproduction parce qu'il fallait monter vite des équipes pour répondre à ces projets. Donc le travail s'est distribué et les besoins en communication ont augmenté. Et aussi, il faut onboarder énormément d'artistes rapidement. Donc là, il y a eu un gros besoin d'avoir des outils de communication plus efficaces et donc, Kitsu s'est avéré super pertinent, forcément, vu que c'était là où on avait mis l'accent. Et donc, ça a permis d'avoir une adoption assez rapide du soft. Et en parallèle, là, c'est pour l'aspect open source, cette adoption a permis de nous rapprocher de la fondation Blender. On a rencontré Ton et Francesco à l'époque, qui nous ont parlé de leur mission orientée autour de la liberté de créer. Et ça nous a fait prendre conscience que Kitsu allait au-delà d'aider le quotidien des équipes de prod, enfin des équipes des studios, mais aussi ça permettait à tout un tas d'équipes dans le monde de pouvoir accéder à des technologies de pointe pour s'organiser et donc d'aller au bout de leur film. On a eu beaucoup de témoignages où on n'aurait pas pu faire le film sans Kitsu. Et ça, c'est important parce que ça permet d'offrir au monde en fait une diversité de narratifs qu'on n'a pas quand on a que Disney qui peut aller au bout de ses films. Jusque-là, tout allait bien. Après, arrive la crise de l'animation, donc avec notamment les plateformes qui se mettent à couper, à commander beaucoup moins de projets. Donc, voilà, les conséquences, on les connaît. Les équipes diminuent de taille, on a les studios qui ferment. Voilà, on a cette tension qui se crée et surtout, on perd en visibilité. Les conséquences sur les pipelines, ça fait que tout simplement, il va falloir optimiser son pipeline, il va falloir faire comme avant, mais avec moins. Tout de suite, là, les studios comprennent qu'il faut s'orienter vers des briques toutes faites. Les développements in-house, ça commence à être compliqué. Se dire je refais mon propre prod tracker, c'est pas forcément pertinent quand on sait tout ce qu'il y a à faire. Là, on a vu déjà la liste qu'avait Fortiche. Se dire je rajoute un prod tracker là-dedans, c'est compliqué.
Et voilà, mais c'est prêt pour tout un tas d'autres briques. Et petit à petit, on voit que les studios qui démarrent, en fait, il y a une stack qui se dessine. C'est que les studios qui démarrent, ils partent sur de l'open source déjà, mais donc ils choisissent du Blender Unreal pour le DCC, du Prism Ion pour l'asset management et du Kitsu pour le production tracking. Donc ça permet aussi de diffuser notre logiciel. Comme si ce n'était pas suffisant, après arrivent les tarifs douaniers et l'IA générative. Donc ça a un gros impact en fait sur le secteur, enfin sur le monde, hein, mais sur le secteur particulièrement, parce que déjà ça politise quand même la technologie, ça fait qu'on a un rapport aux solutions américaines qui devient compliqué, et l'IA générative, forcément déjà rend frileux les producteurs, et aussi nous met dans une situation complexe. Notamment pour une chose toute bête, c'est que jusqu'à présent, le motto de la Silicon Valley, quand elle arrivait avec une nouvelle technologie, c'était de dire « make the world a better place ». Donc on n'était pas dupes, mais au moins il y avait une intention qui était positive. Tandis que là, ils arrivent avec un objectif clair qui est remplacer les artistes et potentiellement les studios. Donc, c'est sûr que ça pose un problème. Dans la réalité des faits, on se rend compte que c'est pas demain la veille que les artistes et les studios vont être remplacés, mais on voit que petit à petit, il y a des productions, là on commence à l'observer sur les clips musicaux, qui sont médiocres, mais suffisamment médiocres pour être regardés. Donc quelque part, ça crée tout un nouveau secteur qui concurrence le nôtre. Alors après, à quel point il y a un overlap entre les deux, on peut en discuter, mais ça fait une concurrence. Et donc la conséquence, c'est que les producteurs se disent qu'on peut faire aussi bien avec moins, et il va falloir faire mieux, parce que sinon on est en concurrence avec des contenus générés en masse. La conséquence pour les studios, c'est que les choix conservateurs, maintenant, ils mettent votre studio à risque. Ça, c'est un truc, il va falloir en prendre conscience. C'est que, là, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais utiliser ShotGrid aujourd'hui, c'est pas forcément pertinent. Mais je parle de ShotGrid, hein, mais c'est valable pour plein d'autres outils, pas que les trackers. Mais utiliser une application de 2015 en 2025, c'est pas forcément pertinent. En 2015, c'était bien ShotGrid. Là, on a tout un tas de changements. Aller aujourd'hui réutiliser la même solution, c'est pas génial. Les artistes, les superviseurs, même les prods n'aiment pas ShotGrid. Donc déjà, c'est pas très pertinent. C'est pas pertinent non plus sur ce sujet-là. Pour votre studio, stratégiquement, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a aussi, je disais, ça se politise, donc aussi c'est une solution américaine qui est soumise au Cloud Act, donc toutes vos données sont réutilisables dans d'autres situations, notamment pour entraîner de l'IA générative. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui se posent, et en parallèle de ça, on a Kitsu qui prend de plus en plus de cas d'usage en compte, qui est utilisé sur tout un tas de prods différentes. Donc la bonne nouvelle de tout ça, c'est que Kitsu, c'est aussi une réponse à tous ces changements. C'est pensé avant tout pour communiquer, c'est adapté aux équipes distribuées, c'est conçu pour les productions d'animation. J'ai oublié de le dire, ShotGrid, c'est aujourd'hui leurs clients principaux à Autodesk, c'est des industriels, c'est pas des studios d'animation. Kitsu, il est complet et prêt à l'emploi, on peut démarrer vite, les gens le comprennent vite et cela part vite. Et surtout, c'est respectueux de vos créations. Je ne suis pas sûr que mettre toutes vos données dans le cloud d'Autodesk aujourd'hui, ça soit pertinent non plus, ça soit bon. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'historique et la situation. Pour la suite de la présentation, je vais revenir sur la partie open source, où notamment, c'est vrai que le logiciel Kitsu est accessible gratuitement. Donc on se demande comment est-ce qu'on peut faire fonctionner, comment on peut en vivre. Tout simplement, on a monté un business model autour d'une offre cloud qui vient avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs utilités pour vous. C'est le fait que déjà, on fournit un hébergement secure pour un hébergement cloud secure pour votre installation de Kitsu. Ça vient avec un support expert qui permet en fait qui va vous permettre d'implémenter au mieux Kitsu. Et ensuite, si vous avez des contraintes spécifiques, que ce soit au niveau du juridique ou de l'installation, on peut aussi le prendre en œuvre. Cette offre aussi, elle vient avec une fonctionnalité intéressante pour les coproductions qui permet de dire que vous allez pouvoir faire de synchronisation partielle entre vos Kitsu.
vous allez pouvoir d'un côté avoir tout, en gros, vous allez pouvoir avoir tout votre environnement de fabrication et vous allez pouvoir partager une étape seulement avec un de vos partenaires. Ça peut être l'animation ou ça peut être par exemple votre étape d'animation ou votre compositing que vous envoyez chez un prestataire ou tout simplement le résultat de votre travail que vous envoyez à votre producteur. Mais tout en gardant, vous, votre environnement avec un nombre d'étapes plus détaillé ou simplement des informations que vous ne voulez pas partager. Il y a une autre nouveauté là, qui vient d'arriver cette semaine sur notre offre cloud, c'est que maintenant on fournit la facture carbone de votre consommation. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez pouvoir savoir, bon, évidemment, ce que vous payez, mais aussi ce que vous avez consommé en carbone. Donc ça va vous aider pour plus tard, comme les réglementations risquent de petit à petit se durcir, voilà, c'est quelque chose qui va vous être utile. Pour faire ça, on a été assisté par le cabinet Oli, à qui on fait un petit coucou et à qui on dit merci, qui nous a permis de constituer ces factures. Aujourd'hui, on a fait une première version orientée sur la consommation hardware et électrique, mais on va rajouter des informations aussi autour du prorata de ce que l'entreprise consomme. Et tu peux capitaliser l'ensemble de ces données sur la durée de la production. Aussi, ouais, il y a ça. Ensuite, donc pour juste finir sur l'offre cloud, pour résumer, en gros, c'est vrai qu'elle a un coût, mais si on additionne tout ce que j'ai cité précédemment, en fait, au final, ça vous gagnez de l'argent. L'idée, c'est que quand vous ne prenez pas la version cloud, ça prend énormément de temps à vos IT de gérer l'installation. Ensuite, il y a tout un tas de choses, de bonnes pratiques à appliquer autour des mises à jour, des backups, du monitoring, qui fait que ça prend beaucoup de temps et aussi qui vous engage pour que ça fonctionne bien. Il y a aussi toute une notion de cybersécurité qui est importante, que nous, on maîtrise bien, c'est notre spécialité. Et après, il y a aussi toute la partie implémentation. En fait, tout simplement, vos équipes, elles ont accès à un support, que ce soit un support utilisateur ou un support technique, qui va pouvoir plus rapidement utiliser l'outil et le mettre en œuvre. Aussi, donc, les radis, c'est aussi un peu l'occasion de regarder les choses en chiffres, de voir un peu comment tout ça évolue et comment ça se décompose un peu. Donc, aujourd'hui, on travaille, nous, directement avec une centaine de studios. On a identifié 300 installations auto-hébergées. En utilisateurs actifs, on en compte un peu plus de 15 000. Tout à l'heure, j'avais dit 10 000, mais bon, entre les installations auto-hébergées, on n'est pas sûr que les gens désactivent toujours les gens comme il faut. Et il y a aussi pas mal d'écoles qui utilisent Kitsu, donc ça fait qu'on a tout simplement il y a pas mal d'étudiants, donc est-ce qu'on les compte dans les professionnels ? C'est une bonne question. Ensuite, on a beaucoup de vidéos les Kitsu sont intensément utilisés. On a 5 millions de vidéos qui ont été validées. Donc c'est l'équivalent, en gros, en enlevant les retakes et tout ça, ça fait un peu plus de 1000 heures de film. 1000 heures, 1500, après ça dépend comment on compte. Et voilà. Et c'est déployé dans 30 pays. Et là, récemment, on est content. On a un premier studio japonais qui a utilisé Kitsu. Parce que là, ça va être un des gros efforts qu'on va faire, c'est essayer de se développer aussi au Japon. Pour la partie open source, aujourd'hui, donc, on a pas mal de métriques intéressantes. On a 500 étoiles sur GitHub. Pour un produit de niche comme ça, c'est pas mal. On a un Discord qui est bien actif. On a 2000 personnes dessus. Et on a on a eu pas mal de commits, en fait. On n'a pas beaucoup par rapport à tous les commits qu'on a fait. On a eu 285 sur les 13 000 dans l'ensemble. Mais ça fait que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont pris le temps de vraiment coder dessus et de participer. D'ailleurs, merci à eux s'ils sont dans la salle ou s'ils nous écouteront sur YouTube. On a eu des traductions aussi, on a eu quelques-unes, ça a aidé aussi. Et par contre, là où ça a été vraiment très fort pour nous, c'est sur les bug reports et les feature requests. On a 700 bug reports au total, 660 feature requests. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qui fait la force de Kitsu. Si aujourd'hui on a la meilleure solution du marché, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il y a eu tout ce jus de cerveau qui a été apporté et qui fait qu'il y a une intelligence collective qui s'est mise en place et qui, derrière, qui fait qu'on a un soft qui est beaucoup plus pertinent que tout ce qui se fait autour.
Après la répartition donc des différents clients, donc chez nos clients elle est assez différente que chez les auto-hébergés. En fait chez nos clients il y a beaucoup de studios 2D et il commence à y avoir une diversification avec des acteurs du jeu vidéo et du VFX, et des petites agences de VFX et de publicité. Et après, en niveau de taille de studio, dans les studios 3D, dans les studios auto-hébergés, la part de 3D est beaucoup plus importante d'après nos intuitions, parce qu'on n'a pas de chiffres précis dessus, mais parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Blender qui utilisent Kitsu en auto-hébergé. Au niveau de la répartition de la taille des clients, on est plutôt on a beaucoup de studios qui ont entre 10 et 100 utilisateurs. On en a aussi quelques-uns qui ont plus de 100 utilisateurs, mais après, logiquement, il y a moins de studios de plus de 100 utilisateurs dans le monde, donc il y a moins d'utilisateurs de cette taille-là aussi. Mais on a une répartition quand même intéressante avec un peu de tout le monde. Après, au niveau du pic qu'on a fait, le studio qui a fait le plus de gens, il va atteindre pas loin de 1000 personnes à l'époque où il y avait plus de prod. Mais après, faut reconnaître que c'était surtout découpé en plein de productions. Au niveau des finances, c'est vrai qu'on parle de logiciels libres, donc comment est-ce qu'on se finance, comment est-ce que ça fonctionne. Aujourd'hui, on génère 500 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est pas beaucoup pour comparer à des startups classiques, mais c'est quand même intéressant, c'est un chiffre significatif, et on est dans un secteur plus petit quand même que ceux auxquels les startups classiques s'attaquent, donc c'est très satisfaisant. On a aussi quelques subventions et on a dû prendre un peu de dette aussi cette année parce qu'on a eu la fin de notre JEI qui fait qu'on a nos charges sociales qui ont augmenté significativement. Après, au niveau des dépenses, en gros, c'est surtout autour de la masse salariale, des serveurs que ça se fait. Et après, on a un peu de marketing. Mais c'est surtout des dépenses assez classiques au final. Je peux te poser une question? Je vois pas. Vous recevez aussi des aides du CNC, et surtout que le CNC a mis des aides en place spéciales pour l'open source, où il y a entre guillemets une prime. L'année dernière, on a pris une très bonne aide. On a eu 100 000 € de la part du CNC. Et on aura la suite l'année prochaine à 50 000 €. D'accord, donc c'est pour mais ça cette année-là, on n'a pas eu. Du coup, c'est un projet de 2 ans. Oui, donc, voilà. par rapport au oui, timing, c'est vrai que je n'ai pas abordé ce sujet parce qu'on a plein de trucs à dire. Mais on a depuis le début, on a une énorme aide, une aide conséquente du CNC qui nous a vraiment aidé à démarrer le projet et à le pérenniser aussi, à faire en sorte qu'il soit solide. Oui. C'est vrai que grand merci à eux. Puisqu'on parle de métriques, on a eu, pareil avec Oli, donc je vais passer très rapidement dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a eu l'occasion de faire notre rapport carbone. On s'est rendu compte qu'on dépensait 25 tonnes de CO2 et on espère pouvoir faire mieux les années suivantes. Parlons un peu on a beaucoup parlé de Kitsu, mais parlons un peu de vous. Quelque chose qui nous rend très fiers, c'est que les productions qui ont utilisé Kitsu ont obtenu tous les meilleurs prix, tous les gros prix possibles, donc que ce soit le Crystal d'Annecy, les Césars, les Oscars, un Oscar et une fois la Palme d'Or. Donc ça, on est vraiment très fiers, on est très content d'observer ça et de voir réussir. On est content d'avoir pu soutenir ces succès. On a aussi, vous avez aussi fait plein de belles productions. Je vais vous montrer quelques différents types de productions sur lesquelles Kitsu a été utilisé. Donc ici, on a une production, une série 3D Folivari, produite par Folivari, faite par Cube Creative, avec les Célestat Oursonin. Là, on a Arco, qui a un long métrage 2D, qui est le Crystal d'Annecy, et qui est potentiellement en passe d'être nominé pour les Oscars, donc on va voir. Il y a Euflo, où Kitsu a été utilisé sur l'animation, qui a eu l'Oscar. Je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé pour eux, et ça aussi, on est très fiers d'avoir apporté notre petite touche à ça. On a aussi des courts-métrages d'auteurs, donc ici 27, qui a eu la Palme d'Or. Après, tout simplement, il y a des publicités, tout un tas de VFX qui utilisent Kitsu. Donc là, je parlais des publicités, mais il y a aussi des longs métrages. Là, on a D'Artagnan, les Trois Mousquetaires, pardon. On a aussi des projets étudiants. Ici, c'est un projet des Gobelins. C'est le guide pour les... j'ai oublié le nom. Désolé pour les auteurs. C'est le guide pour les princesses. Bref, j'ai oublié le titre, il est un peu à rallonge. Mais voilà, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas.
Il y a aussi des projets un peu plus originaux. Là, il y a une projection monumentale pour la sphère qui est en train d'être faite, qui va être livrée en début 2026. Et aussi, il y a des jeux vidéo à succès qui commencent à utiliser Kitsu. Donc là, Brawl Stars, un des top succès mondiaux sur mobile. Et tout ça, en fait, ça nous fait dire que Kitsu, après toutes ces années, a accompagné énormément de projets de tout type. Je n'ai pas cité la stop motion, mais il y a eu aussi la stop motion, donc de la 3D, de la 2D, de la 2D 3D, des séries, des longs métrages, des cours, des publicités, des expériences VR, des projections pour les événements. Et on s'est dit que voilà, après 8 ans de développement, Kitsu était prêt pour sa V1, que maintenant il était stable, c'était un produit solide que vous pouvez utiliser les yeux fermés sur vos projets. Donc on est content de pouvoir annoncer la V1 ici au Radi de Kitsu. Bravo. Merci. Et donc je vous présente cette V1 vient aussi avec quelques fonctionnalités qu'on a rajoutées récemment. Donc ça commence par une vue plus contact sheet de l'ensemble des tâches, quelque chose de plus visuel. Après, on a fait un gros travail sur tout ce qui est pour tous les cas d'usage de production. Donc on a ramené le planning dans la liste des tâches. On a boosté ce même planning pour qu'on puisse voir les tâches d'avant et d'après, et aussi faire ressortir le réel, donc le temps passé saisi dans les timesheets. On a boosté notre planning de global de production avec notamment un système de versionning et l'affichage du réel. On a ajouté un système pour que vous puissiez faire vos devis et ensuite observer, comparer avec ce qui se passe dans le réel. Et surtout, on vient de rajouter un système de plugin qui va vous permettre de vraiment d'adapter Kitsu à tous vos cas d'usage. Donc en gros, ça va vous permettre d'augmenter notre base de données, de rajouter des tables dans la base de données, de rajouter des routes dans notre API. Donc vous allez pouvoir vraiment développer des outils complets à vous, mais qui sont complètement intégrés dans Kitsu et qui iront plus vite à développer parce que vous profitez de tout ce qu'on a déjà mis en place dans Kitsu. Et vous pouvez réutiliser les données directement. Et là, ce n'est pas encore implémenté, mais ça arrive tout bientôt. On va aussi, après, vous aurez des plugins dans les interfaces. Pour ce qui est des futures fonctionnalités, on a eu une grosse phase au début orientée pour les équipes créatives, donc pour les artistes, les superviseurs et les graphistes, avec les tâches, les reviews, etc. Là, on sort d'une deuxième grosse phase où on a rajouté plein de choses pour la prod. On a vu les plannings, les budgets et le suivi. Et on va rajouter bientôt des éléments de suivi carbone, toujours avec l'aide de Oli. Et une fois qu'on aura terminé ces histoires de carbone, on va rentrer dans une phase de consolidation parce que, comme on l'a vu, Kitsu est utilisé à fond. On a rajouté énormément de choses. Donc là, on va s'assurer que les performances sont nickel, que les derniers détails qui manquaient soient présents. Et une fois que ça sera terminé, là, on va mettre l'accent pour les TD. Donc, on va vraiment travailler sur tout ce qui est intégration. On va aller assez profond. On va probablement toucher aux fichiers. On va on va aller plus loin sur les plugins. On va les améliorer. On va les éprouver avec vous. Et on va aussi essayer de vous proposer un UI kit pour que vous puissiez développer rapidement des interfaces en cohérence avec ce qui existe déjà. Mais je ne vais pas trop détailler la suite parce que, en fait, on aimerait bien en parler avec vous le 12 février 2026. On va faire le premier Kitsu Summit. On va tous se retrouver. On va avoir 12 conférences de personnes qui vont parler de leur pipeline et comment ils ont utilisé Kitsu dans ce pipeline. On va réfléchir ensemble à comment faire mieux. Kitsu, aujourd'hui, ça impacte 10 000 professionnels quotidiennement. Demain, ça en impactera probablement 20 000, voire 30 000. Donc il y a plein de choses qui vont se décider pendant ce summit. Ça va être un très bon moment, on va faire la fête, on va s'amuser. Je fais un petit clin d'œil aussi à nos sponsors, Range Computing et TV Paint, qui vont nous aider dans ce projet. Et voilà, ensemble, on va essayer de définir le futur de la collaboration dans les productions d'animation. Voilà, merci à tous, merci pour votre attention. Et puis, on se revoit le 12. Bravo Franck, et moi je voulais ajouter un point de vue personnel, c'est que je pense que vous êtes vraiment des héritiers d'HD 3D IO. J'en suis très heureux. Nous aussi. Alors, avant de passer, et puis aussi toutes les actions que tu fais pour la profession, parce que tu organises aussi des meet-up.
Oui. Et je pense, tu peux même en dire 30 secondes. Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu ralenti ces derniers temps, parce que comme tout le monde avec la crise, on a dû pas mal cravacher pour que ça continue à fonctionner comme on veut. Mais on a quand même pu en faire un l'année dernière qui s'est très bien passé d'ailleurs. En gros, de temps en temps, on organise des meet-up qui ont pour but, en gros, c'est toujours dans cette logique de collaboration où en fait on réunit des professionnels de l'animation qui, de toute façon, on sait qu'ils ont tous des problématiques similaires. Là, on l'a vu avec le packaging de Fortiche. Ils ont des problématiques similaires, donc autant faire en sorte que chacun présente comment il l'a fait pour que ça donne des idées aux autres et que comme ça, on puisse avancer plus vite. Là, on a vu qu'on a une crise du secteur qui fait qu'on a carrément des secteurs, on est en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, c'est pas plus mal qu'on fonctionne mieux ensemble. Surtout que, de toute façon, les studios se définissent plus par le travail créatif qu'ils font sur toutes les parties techniques redondantes, etc. Autant qu'on fonctionne de manière intelligente ensemble. Et c'est pour ça qu'on a fait des espaces de rencontre pour que les gens puissent progresser ensemble et réfléchir à des solutions. Des solutions cool, ouais. Écoute, bravo, parce que Merci. Ça sert la profession. Alors, des questions dans la salle. Et si, peut-être on peut rallumer un peu la salle pour qu'on arrive à vous voir quand on est sur scène. Alors, je vais commencer. Une question, Stéphane? Oui, je reconnais la voix de Stéphane Donikian. Merci Franck pour cette présentation. Tu as parlé tu as critiqué l'offre cloud d'un concurrent, mais tu n'es pas rentré dans les détails sur votre offre cloud. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment tu assures la souveraineté, la protection des données? Tu peux peut-être en dire un peu plus? Oui, complètement. Après, c'est vrai que sur la présentation, j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps sur chaque slide. Mais après, il faut savoir faire synthétique. Effectivement, là-dessus, dans ma répétition, j'avais prévu quand même quelques mots dessus et j'ai oublié. En fait, c'est assez simple. Déjà, le concurrent en question, il est soumis au droit américain, donc au Cloud Act, qui fait qu'il faut qu'il ait une porte ouverte chez les services américains. Et voilà. Nous, on héberge nos données en Europe et en France particulièrement. Enfin, après, ça dépend avec quel studio on travaille, parce qu'on est un système multirégion. Mais par défaut, on est en France, et donc nous, on est aussi soumis au RGPD, ce qui fait qu'on a quand même tout un tas de réglementations à suivre. Et ensuite, c'est un projet libre et open source, donc ça veut dire que les gens peuvent déjà en sortir, enfin, ils peuvent déplacer leurs données. Et ensuite, on a aussi une offre d'installation on-premise où on peut installer Kitsu sur les serveurs du client. Donc là, on est au maximum de la souveraineté vu que les données sont sur les machines du studio. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond à la question. Bonjour, Fabien Lecomte de PostLogic. Je représente Autodesk sur la France. Alors, Kitsu était un fabuleux produit aussi. Vous avez beaucoup tapé sur Autodesk et dit certaines contre-vérités. Déjà, ShotGrid s'appelle Flow Production Tracking depuis quelques temps maintenant. Il est continué de développer. Ce n'est pas un produit qui date de 2015 et qui a arrêté son développement. Donc vous avez un produit aussi, ça fait 8 ans que vous développez et donc qui continue à avancer. C'est un produit pour le marché du divertissement, du MNI. Il faut savoir qu'Autodesk a 3 divisions. Chaque division a ses propres outils de suivi de production. Donc quand vous parlez qu'il est industriel, il est industriel, mais pour le marché du divertissement, donc pour des studios d'animation uniquement, ou de jeux vidéo. On ne le retrouve pas dans l'industrie pour fabriquer des cafetières, par exemple. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans le marché du média, c'est quand même l'outil de suivi de production numéro 1. Alors, déjà, c'est un peu dur de parler de contre-vérité. Déjà, un truc tout bête, c'est bien que vous parlez de Flow Production Tracking. Donc avant, ça s'appelait Shotgun, c'est passé à ShotGrid. Donc on sent que le Shotgun, parce que c'était pour le milieu du VFX, à la base, ce n'était pas une entreprise Autodesk, ça a été racheté. Donc Shotgun, c'était, on comprend la référence au fusil à pompe et avec un clin d'œil au shot, le plan dans les VFX. Après, c'est passé à ShotGrid parce que Shotgun, c'était une image violente, on peut comprendre, mais il y avait quand même déjà, ça montrait que ça allait vers un type d'industrie un peu différent. Et même là, maintenant, la notion de shot a disparu du nom. Donc maintenant, on parle de flow. Et flow, workflow, je ne dis pas que
d'un point de vue marketing, c'est intéressant comme choix, mais ça montre aussi que ça se détache petit à petit de la notion de plan et donc d'animation et même de VFX. Là encore, c'est pas vrai. C'est un choix d'Autodesk d'appeler toute la plateforme Flow, et tous les prochains produits, Nicolas a pu en parler hier, vont être déclinés sur Flow et un nom qui va suivre après. Donc c'est des choix marketing de l'entreprise qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Chacun sa vision c'est les choix d'Autodesk, là, c'est pas une vision, c'est la vision et comment ils veulent implémenter. Oui, mais la conséquence est la même. Après, ce qu'il y a ensuite, ce que vous avez dit, j'ai déjà oublié les autres, vous me reprochiez d'autres. Vous dites que c'est le numéro 1, ça dépend. Oui, c'est beaucoup développé parce qu'il y a des grosses majors qui l'ont installé et qui derrière, de toute façon, une fois qu'on est dans ShotGrid, c'est très difficile d'en sortir. Mais après, aujourd'hui, les gens, ils veulent utiliser Kitsu, ils partent dessus beaucoup plus spontanément. Donc oui, c'est pas numéro 1, mais l'objectif, c'est que ça le devienne. Ensuite, il y avait un autre point que vous m'avez dit, je ne sais plus ce que c'est. Oui, mais attendez, on a compris que vous aviez chacun votre point de vue. On l'a super bien compris. Non, mais en fait, je vais juste résumer là-dessus. En gros, aujourd'hui, nous, en tant que secteur, on a un problème, c'est qu'on a cet outil qui fait souffrir les équipes, hein, qui ont du mal à l'utiliser. Les studios souvent sont obligés de faire travailler les cordeaux pour le remplir parce que les équipes l'évitent au maximum. Là, on est à une phase, ce que j'ai montré, on a une phase importante le secteur de l'animation, en fait, là, il est dans une crise importante. Il y a un moment, il faut... on a l'occasion, on a un soft qui est assez sympa, qui est Kitsu, qui permet à tout le monde de faire face à cette crise. C'est quand même pas mal si on commence à vraiment le considérer. Et par rapport aux évolutions de ShotGrid, il y en a vraiment eu très peu. Là, le dernier développement, c'est la playlist. Elle est vraiment, je l'ai utilisée, elle est vraiment pas folle. Il faut aussi être lucide sur l'évolution du logiciel. Alors, je propose qu'on s'arrête là pour la pause. Vous allez pouvoir vous retrouver et continuer cet échange. Voilà. Merci Franck. Merci. Ouais. Et merci bravo beaucoup pour ta présentation. Merci.